Bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Basoli, chargé de mission énergie renouvelable et efficacité énergétique à ESPUL. Donc, je vais juste prendre le relais pour expliquer pourquoi on a conçu cet événement et pourquoi on vous le propose aujourd'hui dans le cadre du Congrès Bâtiment Durable. Donc, via ce projet européen, on a un peu eu les moyens de se pencher sur ce sujet qui est complexe et dont on a chacun à travers nos métiers une vision partielle et souvent beaucoup de questions sur le lien entre objets numériques qui prolifèrent d'un côté et consommation d'énergie dans les bâtiments qui ont toujours tendance à bien décrocher par rapport aux consommations prévisionnelles. Donc la question, c'est de se dire, mais est-ce que tous ces objets connectés qui font partie en ce moment des prévisions de croissance de l'Europe et de la France, qui font travailler autant d'ingénieurs, est-ce qu'ils peuvent servir véritablement à faire baisser les consommations ou au moins à les mesurer de manière efficace? Donc c'est la question qu'on a essayé de creuser. Et là, donc, comme vous, sur ce sujet-là, du coup, on a vraiment tâtonné. Et l'idée, c'est de, comme toujours dans les 5 à 7, pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, c'est de proposer aux pros du bâtiment des solutions et des retours de terrain concrets. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec 4 intervenants. Et vous avez vu également que sur le pont, là, vous pourrez les rejoindre également tout à l'heure à la pause. Il y a aussi des exposants qui ont des solutions, hein, la société Fishplay, la société Greenprise, qui proposent des solutions techniques pour répondre à ces enjeux-là. Et parmi les présentateurs, on va plutôt avoir des gens qui vont proposer des retours d'expérience, des projets de The4Biz et d'autres projets en lien avec les usagers. Parce que ça qui est difficile, c'est qu'on a des solutions techniques d'une part, et or, il n'y a aucun ingénieur ou technicien qui peut se dire « tiens, cet objet-là, il va marcher dans la tête de quelqu'un ». C'est vraiment un sujet qui est très psychologique, très humain. Et du coup, vous verrez que dans cette présentation des 5 à 7, qui sont en général assez techniques, on a fait appel aussi à des gens qui sont experts en psychologie sociale. Et les projets dont on va parler, The4Biz à Lyon et le projet Vivacité, outil de la métropole de Grenoble. À Grenoble, ce sont des projets qui ont fait un lien fort avec les usagers et avec également des sociologues ou des psychologues sociaux dans les groupements. Donc on va faire appel à 4 intervenants. Donc je vais juste donner rapidement leur nom et ensuite ils se représenteront. On aura d'abord Monsieur Thomas Bondou de la société Fishplay qui va faire un point sur la réglementation thermique, puisque dans la réglementation thermique 2012, il y a une obligation d'informer les utilisateurs sur les consommations, sur leur consommation dans les bâtiments. Donc on verra, Thomas fera un point sur ça pour préciser ce que ça veut dire cette obligation. Ensuite on fera appel, est-ce que tu veux peut-être en parler Maïté à Anne de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc, Anne Luminet, mais aussi Laurence Monet, qui seront là pour nous présenter le retour d'expérience de The4Biz, donc sur ce qui s'est passé notamment auprès des lycées qui ont participé au projet. On a aussi Geneviève Goubel de l'ALEC de Grenoble, qui nous parlera de l'expérience d'un projet européen aussi, donc sur la plateforme web Vivacité et donc en lien toujours sur la maîtrise de l'énergie pour le coup dans le logement. Et pour finir, on aura Diane Geoffroy de Psycholab qui nous permettra de prendre un peu de hauteur et de rentrer un petit peu dans ces questions de théorie du changement de comportement. Les 5 à 7, j'en profite pour rappeler que toutes ces éditions sont enregistrées. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des présentations, ainsi que l'audio et même la vidéo sur le site des 5 à 7, ainsi que les éditions précédentes qui à chaque fois s'attaquent à un sujet technique concernant l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Bondou, qui va donc parler de la réglementation thermique et parler un petit peu de comment la société Fishplay y répond avec sa solution. Bonjour. Alain Guyavarche de la société Burgiab. J'ai une question pour Monsieur Bondou. Quel est le principal type de vos clients? Est-ce que c'est copropriété, bailleurs sociaux Aujourd'hui, le principal type de nos clients, alors nos clients à nous qui achètent les licences de nos logiciels, c'est majoritairement des constructeurs de maisons. Pour 80%, 20% des promoteurs immobiliers. Des fois, ils revendent à des bailleurs. Donc, il y a quelques bailleurs. D'autres questions? Bon. J'y vais ? Oui, bonjour, Frédéric Lacheret de SPI Batignolles. Sur le lycée de Givors, l'intervention, c'était à la demande de qui?
C'était en direct de la région, parce que je sais qu'il y avait une opération de rénovation énergétique sur ce lycée, ça a dû se mener en parallèle. En fait, on a travaillé avec la région, mais c'était dans le cadre d'un projet européen. Donc, c'était une proposition faite à la région qui s'est saisie de cette proposition pour expérimenter. Donc, la rénovation dont vous parlez, je pense qu'elle était programmée avant. Et d'ailleurs, elle a été un petit peu pendant, je ne sais pas comment dire, si c'était perturbatrice ou en tout cas, il y a eu des échanges et des envies. Mais il y avait beaucoup de choses déjà de programmées, donc c'était pas évident et il y a même eu des impacts un petit peu sur les choix des classes, etc., pour pouvoir conduire plus facilement cela. Donc c'était voilà, pas forcément à la demande, mais c'était une proposition qui avait été faite à la région de travailler sur ces expérimentations sur lesquelles elle a rebondi et cofinancé d'ailleurs ce projet européen. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Concernant le chiffre des 1% de retour d'usage là, sur les solutions de comptage, est-ce que c'est 1% sur les 3 solutions que vous préconisez? Oui, est-ce que vous avez un chiffre un peu différent par rapport au... Notamment, moi, je vois un gros frein sur la saisie des données. Est-ce que c'est lié à ça, ce mauvais retour entre guillemets utilisateurs, ou est-ce que vous avez d'autres pistes qui permettent d'expliquer un peu... 1%. Oui, effectivement, le 1%, c'est sur la solution avec les relèves manuels, où là, en fait, parce qu'on a des chiffres différents pour les 3 solutions. Pour donner un ordre d'idée, quand on a du matériel, on est plutôt autour de 15%. D'utilisation. Et là, sur le carnet d'entretien numérique, c'est un peu récent parce qu'on a démarré il y a quelques mois, mais on commence à avoir du retour. On est plutôt autour de 20-30% parce qu'il y a plus de données et plus d'intérêt pour l'utilisateur. Sur la solution de comptage avec les relèves manuelles, je pense qu'il y a 2 effets. En fait, il y a un taux de connexion, de première connexion, qui est autour des 8%. Sur les 50 000 logements livrés. Et là, je pense qu'il y a 2 effets. Le premier effet, c'est que les constructeurs, les promoteurs qui l'achètent, ils achètent une solution réglementaire, pas chère, et ils n'en parlent pas forcément. Ils donnent les identifiants sans préciser à quoi ça sert. Du coup, il y a une mauvaise information de l'habitant. Du coup, comme il n'est pas informé, il ne sait pas ce qu'il va trouver dedans, donc il n'y va pas à 92%. Et ceux qui y vont, ils voient effectivement qu'il faut faire de la relève manuelle. Du coup, ils le font 2-3 fois, puis ils arrêtent. Donc ça peut s'améliorer. Notamment, on travaille là maintenant avec les données des compteurs Linky pour automatiser ces relèves. Mais ça pourra surtout s'améliorer si ceux qui proposent ces outils trouvent un intérêt. Là, j'ai encore eu un cas hier, en fait, un constructeur à qui on propose des solutions, pour le coup du matériel, depuis 3, 4, 5 ans. Et à chaque fois, on lui dit, attention, parce qu'il n'y a que 15% de vos clients qui se connectent. Il dit, oui, moi, j'ai fait mon boulot, je leur ai filé la solution. S'ils ne veulent pas l'utiliser, c'est pour eux. Et hier, il m'appelle, il me dit, j'ai une grosse présentation à faire et j'aimerais bien avoir les données. Il dit, on a regardé et on dit, sur 101 maisons, il y en a 2 dont on a des données. Et du coup, il est un peu dépité, mais en même temps, on l'a averti depuis 3-4 ans que les gens ne l'utilisaient pas et lui, il s'en foutait un peu parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Donc voilà, il faut avoir l'intérêt de l'utilisateur, l'intérêt de ceux qui proposent les solutions aussi. Jean-Olivier Gonin, je suis installateur en domotique auprès des particuliers et des entreprises également. Moi, j'ai un retour d'expérience qui se rapproche beaucoup de ce que vous avez dit les uns les autres, puisque je vois énormément de maisons neuves qui ont des compteurs d'énergie, qui ne sont même pas connectés, même pas lus et qui ne servent à rien. Par contre, je trouve dans mes clients qui sont tous concernés par leur consommation d'électricité, une constante qui rejoint un petit peu les électroludiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure et les différentes classes de consommateurs. Il y a une constante, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément à faire des économies. Par contre, ils ne supportent pas de dépenser quand ils ne profitent pas de cette énergie.
Donc la constante aujourd'hui chez tous les utilisateurs, c'est la chasse au gaspillage. Et après, les motivations psychologiques, bien sûr, sont différentes, puisqu'il y en a qui vont se dire, eh bien, je sauve la planète, d'autres qui vont dire, je sauve mes sous, d'autres qui vont dire, les sous que je sauve, je les dépenserai autrement. Mais c'est vraiment une constante, et c'est pas forcément l'économie à tout crin. Alors, moi, j'ai une question, c'est comment l'ADEME, qui a publié une enquête il y a déjà quelques années, l'ADEME disait qu'à partir du moment où on suit une consommation, on affiche dans la cuisine la consommation instantanée et puis le cumul, la consommation cumulée depuis le début de l'année, il paraît que juste en sachant ces chiffres-là, on arrive à faire 10, 20, 30% d'économie. Alors je m'interroge. Non, moi je pense que la connaissance, elle évolue aussi en fait. Et effectivement, l'ADEME disait peut-être ça il y a quelques années, je pense qu'il dirait plus ça aujourd'hui. Moi j'ai un témoignage, en tout cas sur des ateliers habitants que j'ai pu faire dans le cadre de Métro Énergie. Donc j'ai au moins une anecdote à raconter d'un habitant qui est venu. En fait, on fait un premier atelier où on échange sur des bonnes pratiques pour économiser l'énergie, l'eau, etc. Et enfin moi, j'apporte pas de connaissances. En fait, j'écoute les gens parler puisqu'ils savent en fait un tas de choses, surtout ceux qui viennent. Et du coup, ils échangent, voilà, sur leurs bons trucs et astuces. Et il y avait un couple qui était là, qui étaient des gens déjà très investis, hein, parce que franchement, à part, ils faisaient peut-être pas pipi sous la douche, mais sinon ils faisaient déjà plein de trucs, quoi. Donc ils étaient quand même déjà très très engagés. Et en fait, donc ils se sont engagés sur des actions. Et puis, quand ils sont revenus 3 semaines après, on a échangé sur ce qu'on arrivait à voir ou pas sur Métro Énergie. Et en fait, à cette époque-là, en plus chez cette personne-là, on voyait que les consommations d'eau et d'électricité. On n'avait pas les consommations de chauffage. Et sur la période, en ayant mis en place des actions assez fortes, hein, parce qu'il allait rendre sa deuxième box à Orange en disant non mais en fait vous m'en avez donné une gratuitement mais j'en ai pas besoin, donc il l'a débranchée, il allait la rendre. Il a fait pas mal de chasse au gaspillage et on a vu baisser sa facture de 30% en électricité alors que c'était déjà quelqu'un de très engagé. Donc finalement, oui, et c'était quelqu'un de très engagé qui avait accès à Métro Énergie, donc qui connaissait ses consommations. Mais c'est vraiment le fait d'avoir été accompagné sur, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Ah tiens, si je testais et si je reviens derrière en parler à d'autres et que je mesure l'impact, voilà, enfin, c'est pour ça que moi je pense vraiment que on ne peut plus dire aujourd'hui, même si on l'a dit, mais nous les premiers, quand on a commencé à travailler sur les questions d'énergie, hein, on était vraiment dans donner de l'information, argumenter, ce qu'on voit bien aujourd'hui que, enfin, on a suffisamment de retours d'études et nos propres expériences pour se rendre compte que c'est pas suffisant. Oui, non, je suis complètement d'accord sur l'information. C'est vraiment enfin, il y a deux choses. Il y a à qui l'information est adressée par rapport au niveau d'implication que la personne a déjà, et il y a aussi comment on lui transmet cette information-là. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup de contrôle sur leur logement, alors qu'à l'inverse, il y en a d'autres pour qui ils ont besoin que tout soit très simple et ils n'ont pas envie en fait et ils n'ont pas ce besoin d'avoir du contrôle sur ce qui se passe dans leur logement, etc. Donc il y a comment dire, le fait d'adapter finalement le niveau de connaissance qu'on va apporter aux personnes qu'on a en face de soi. C'est important vraiment de se rendre compte à quel niveau en sont les gens. Est-ce que c'est des gens qui font déjà beaucoup de choses chez eux ? Est-ce que c'est des gens qui font des choses mais qui ne les font pas forcément pour un but environnemental ? Est-ce que c'est des gens... Enfin voilà, c'est important aussi de savoir un petit peu l'ancrage des personnes auxquelles on s'adresse pour pouvoir finalement derrière adapter les conseils ou les dispositifs, comment on va leur montrer l'intérêt finalement de ce dispositif-là pour
pour mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Donc il y a vraiment une cohérence à avoir qui permet de mieux vous faire entendre aussi quand vous allez même auprès des particuliers et derrière d'être sûr que le dispositif va être utilisé de la bonne manière et qu'il n'y aura pas de réactance ou de contre-effet, même parce qu'il peut y avoir aussi l'effet rebond quand on met en place des dispositifs dans les logements. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, c'était une remarque que je me faisais, c'était pas forcément pour répondre, mais c'était pour introduire peut-être aussi, parce que c'était quand même ça à l'origine, les compteurs Linky, et je pense que ce travail sur les bâtiments connectés, c'est ça en fait dont on parle, c'est quand même aussi cette question derrière des smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents, c'est-à-dire de gérer globalement les consommations d'énergie dans notre société et de travailler sur une autre manière de distribuer l'énergie. Donc je me demandais si, parce que là on parle sur l'économie dans le bâtiment, etc., mais cette économie, elle passe aussi par cette organisation globale. Donc je me demandais si c'était peut-être important aussi de commencer à en parler à l'usager et de voilà que ça devienne aussi partagé par monsieur, madame, tout le monde, parce que je sais que les producteurs d'énergie travaillent beaucoup là-dessus, etc. Mais je pense que c'est aussi une manière, notamment pour les écophiles ou énergiphiles, de comprendre et adopter et pratiquer ces modules. Voilà. Par rapport aux différents retours qui ont été faits, du coup, il y a le premier retour, c'est que finalement le numérique tout seul, on a l'impression que l'usager sans accompagnement, il s'y intéresse pas ou peu, sauf si il y a un intérêt économique du promoteur ou autre de récupérer des données et du coup d'encourager ces usages. D'un autre côté, on voit que quand vous avez des outils type métro, etc., vous avez relevé qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement humain à l'usage de ces outils. Et par rapport aux anciens dispositifs qui pouvaient être proposés comme famille à énergie positive, etc., est-ce que vous avez réussi à voir finalement quelle est la plus-value du numérique par rapport à faire juste de l'humain, globalement, et de la sensibilisation? Et est-ce que du coup, dans le futur, si on arrive à dire il y a une plus-value, c'est-à-dire au lieu de moins 20%, on est à moins 30% sur les consommations, ce serait génial, mais on n'y est pas encore. Est-ce que cette plus-value, par rapport à tout le dispositif technique numérique, notamment le stockage des données et la transmission des informations qui est mis en place. Il y a un rapport là qui est sorti sur la sobriété du numérique. Voilà, est-ce que ces choses-là, vous les intégrez aussi dans les démarches? Parce que c'est vrai que c'est très attractif comme solution, mais quand on voit qu'il y a aussi besoin d'humains pour que ça marche, on se dit finalement on rajoute une couche à quelque chose qui existait déjà et qui marchait peut-être pas assez bien. Et est-ce que cette petite plus-value, elle vaut le coup, quoi? Et là-dessus, je suis assez preneuse, moi, de retour de votre part sur la suite des expérimentations, parce que je pense que c'est un facteur quand même important à prendre en compte. Je peux juste dire que sur l'aspect consommation liée au numérique, c'est pas une question qu'on se pose dans ce projet, en tout cas. C'est plutôt, il y a une opportunité de récupérer des données des compteurs communicants. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ce soit utile? C'est plutôt ça à l'entrée, mais en tout cas, aujourd'hui, on ne regarde pas du tout la consommation qu'il y a derrière, quoi. Après, par rapport à la question sur la comparaison par rapport à des familles à énergie positive, ce qu'on espère quand même, c'est arriver à toucher d'autres publics que ceux qu'on touche dans le cadre de famille à énergie positive, même si ce type de plateforme, forcément, il ne touche pas tout le monde. Déjà, il ne touche pas tous les gens éloignés du numérique, donc ça fait déjà quand même du monde. Mais voilà, ce qu'on peut en tout cas penser, c'est qu'on vise un peu plus large que les familles à énergie positive, qui sont quand même vraiment une niche dans la population, quoi. Et dans tous les cas, dans Famille Énergie Positive, il y a une plateforme aussi et il y a également un suivi des consommations. Oui, avec une saisie, tout à fait.
finalement, je me dis que j'aurais dû vous laisser parler avant parce que, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, il y a toute cette préoccupation de voir comment cet outil-là peut faire changer les comportements, etc. Mais peut-être que l'efficacité du système, puisqu'effectivement, on consomme aussi de la donnée, j'allais dire, d'électricité pour emmagasiner ces données, c'est peut-être globalement qu'on le trouvera. C'est-à-dire que avec cette meilleure connaissance de comment on fonctionne dans l'habitat, etc., on pourra avoir donc ces réseaux intelligents qui vont à certains moments couper l'énergie sur certains usages ou des choses comme ça. Et c'est aussi une manière de mieux connaître et de mieux répondre à des questions de planification, finalement, de l'énergie à l'échelle du territoire, mais du territoire local, mais c'est peut-être aussi national. Enfin, c'est pour ça que je dis, c'est compliqué, hein, mais je pense qu'il faut le voir dans les aspects humains, mais il faut le voir aussi dans l'évolution de la société et de la planification énergétique, quoi, et de la manière dont on travaille. Voilà, on n'est plus sur un système centralisé, ou du moins, on a des productions, on a des consommations, et nos opérateurs de l'énergie et tous les acteurs de l'énergie essayent de travailler dans un environnement qui change, et un environnement qui doit s'adapter peut-être plus aux usages pour aller vers une certaine efficacité. Donc, voilà. C'est peut-être là qu'on trouvera un peu d'efficacité. Sinon, j'en ai pas parlé parce que là, la question, c'était vraiment la question de l'usager aujourd'hui, mais dans cette approche métro-énergie, il y a un autre volet dont j'ai pas parlé ici, et en plus c'est un volet qui est très peu développé actuellement, mais qui est vraiment d'être un outil au service de la planification énergétique pour la collectivité. Donc du coup, on retombe sur cette question des réseaux et de la planification et des smart grids, etc. Donc ça, c'est un autre volet de la plateforme. Oui, moi c'est plutôt, au moment où on débat, c'est plutôt une remarque ou d'autres considérations. Je crois que tout a été abordé, en tout cas dans les leviers qu'on peut utiliser pour progresser vers l'efficacité énergétique. On a parlé de l'aspect normatif, pour commencer. On a parlé de l'éducation, on a parlé de l'expérimentation, on a parlé des moyens, d'une partie des moyens techniques, parce qu'il y en a une foultitude. Je crois qu'aujourd'hui, notre société dispose d'absolument tous les moyens pour faire un grand pas dans l'économie d'énergie. Mais on n'a pas évoqué, par exemple, les contextes dans lesquels on se trouvait, qui ont été des contextes définis par des grandes industries ou des lobbies. Hein, vous parlez du lobby pétrolier, du lobby électrique, qui ont dessiné, le lobby informatique, oui, tous les lobbies, alors qui ont dessiné un environnement dont on est forcément imprégné, mais il ne faut pas négliger qu'il y a aussi d'autres pistes. Il n'y a qu'à regarder simplement nos voisins européens immédiats, les plus proches, les Suisses, les Allemands, pour voir ce qu'ils ont fait dans l'utilisation de technologies. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais ils sont beaucoup plus en avance que nous dans l'utilisation de certaines technologies qui conduisent à des économies d'énergie, à des efficacités énergiques et à un gain écologique énorme. Ceci ne se fait pas en France. Alors ça va se faire, parce que sous la pression, vous savez, pour moi, il n'y a pas beaucoup de moteurs. Il y a l'euro, c'est-à-dire ce qu'on a dans la poche, et puis ce qu'on respire, parce qu'on va en crever. Donc si on ne fait rien, on va bouger. Donc là, on a des moteurs qui sont très puissants, en espérant qu'on n'agira pas trop tard et que les dégâts ne seront pas irréversibles. Donc je crois qu'il faut avoir une vision systémique. Là, le standard R2E qui a été évoqué au départ, qui est un standard, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui est un standard qui a été promu par SBA, qui a été repris au niveau gouvernemental et qui est en train de préfigurer une norme dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a 8 grands bâtiments ou une dizaine de bâtiments en France qui sont expérimentaux et qui sont construits à partir de ce qui est aujourd'hui un standard et pas une norme. Mais là, il y a une vision systémique du système. Ce n'est pas en traitant pavé par pavé ou en prenant telle technique, telle technologie. Tout à l'heure, on parlait de l'ADEME. Moi, quand je vois que Total,
contribue avec l'ADEME à des travaux ou que EDF contribue à des travaux, il ne faut pas me faire croire qu'ils ne vont pas peser sur les décisions. Et des décisions qui vont aller dans l'intérêt de ces grands groupes et pas forcément dans le sens de l'intérêt collectif. Voilà. Donc moi, très bien, hein, j'ai beaucoup apprécié ces présentations, mais je crois qu'il faut avoir une vision systémique beaucoup plus large. Donc, du coup, ça va être difficile de rebondir. Moi, j'ai un peu changé de sujet parce que c'est difficile de... Moi, je voulais revenir sur la plateforme Métro Énergie. Je voulais savoir si vous aviez envisagé l'intégration peut-être des commerces ou d'entreprises, de bureaux, autres que les usagers logements, même si c'est peut-être les profils les plus comparables. Voilà, c'était savoir s'il y a des pistes vers d'autres types d'usagers. Pour l'instant, non. On est vraiment sur une plateforme là, habitant, avec vraiment spécifique logement. Les seules choses qu'on va tester et qu'on doit encore tester, c'est l'aspect logement collectif avec répartition de la chaleur dans les copropriétés, voilà, des choses comme ça, mais on est encore sur le logement. Pour l'instant, on ne sort pas de l'habitant, quoi. Sylvain Jobard de Pierre Production. Aujourd'hui, enfin, toutes les présentations qui ont été faites, c'était très focalisé sur les économies d'énergie et l'énergie en tant que telle. Et je me demande si dans les leviers de prise de décision et de changement de comportement, il ne faudrait pas associer beaucoup plus la notion de confort, ce qui était un peu évoqué tout à l'heure, et notamment la qualité d'air intérieur, quoi, qui peut être un des leviers très puissants pour faire un changement de comportement. Et on sait qu'il y a des liens aussi très forts entre qualité d'air et économie d'énergie, quoi. Donc, par la ventilation, l'isolation, etc., quoi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut être croisé, mais je me dis que c'est une des pistes à explorer, quoi. Je pense que Anne, peut-être tu auras des éléments de réponse. Oui, voilà, à part si tu veux la donner aussi. Non, dans le cadre du projet européen, donc on est plusieurs partenaires, 13 partenaires de différents pays d'Europe, et ça a été une des conclusions de certains de dire qu'effectivement le levier, c'était la santé et le confort, plus que les économies d'énergie, selon les types de populations voilà, qui sont interrogés. Il y avait différents types, on avait des bâtiments d'habitation, et ça marchait mieux, on va dire, sur ces personnes-là, ces leviers-là en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Monsieur Matteux, installateur électricien. On parle souvent du gestionnaire d'énergie pour voir les consommations qu'on a et essayer de les réduire. Est-ce qu'on ne peut pas non plus, enfin moi personnellement, je le pousse en installation pour contrôler justement les constructions. C'est-à-dire, le constructeur, comme vous disiez tout à l'heure, a une norme, une obligation d'en installer un ou d'en fournir un numériquement. Mais cet appareil sert aussi à prouver si son logement est économique et atteint la RT 2012. Parce que moi, personnellement, dans les installations que je vois, les chantiers, l'isolation, l'étanchéité à l'air, des fois, on est loin de la RT 2012. Hein. Bien que le tampon, il y soit sur la facture finale du constructeur. Voilà, je sais pas, c'est une question. Personnellement, moi, je pousse aussi des fois le client, alors le propriétaire, par exemple, qui construit un studio pour une location et qui va arriver à prouver que son studio consomme, je vais dire, 300 € à l'année d'électricité, eau chaude, plaque électrique, chauffage, et va arriver à le mettre sur le marché à un loyer plus élevé que les autres locations dans le même secteur, en ayant une vie, un confort de vie plus élevé que d'autres qui vont avoir froid
et qui vont consommer bien plus, tout en payant un loyer moins cher. Voilà. Ouais, je veux bien rebondir là-dessus, hein. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RT 2012, les études thermiques sont faites avec des paramètres qui sont fixés, notamment un qui est très important, c'est la température intérieure qui est fixée à 19 degrés. Aujourd'hui, personne ne se chauffe à 19 degrés, ou très peu de personnes. Et du coup, les constructeurs, les promoteurs, ils savent que les consommations seront plus importantes parce que l'usage réglementaire est différent de l'usage réel. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle, des fois, ils ne souhaitent pas instrumenter les bâtiments parce qu'ils ne veulent pas être pris en défaut par la suite, parce que il faudrait vraiment... Il ne faudrait pas instrumenter uniquement les consos, il faudrait instrumenter la température, il faudrait instrumenter les temps d'usage, etc., pour prouver que la différence vient de l'usage et pas de la conception. Et c'est tellement compliqué qu'ils préfèrent ne pas instrumenter. On peut conclure du coup que non seulement on cherche à faire évoluer les comportements des usagers, mais des décisionnaires qui, à un moment donné, mettre ces solutions en place, et pour qu'elles aient un réel impact, il faut que on bénéficie d'un accompagnement ou d'une information plus complète. Dans tous les cas, je vous invite à poursuivre les échanges sur le pont où a été réinstallé un petit tanka, et on vous invite à vous servir même si vous ne faites que passer, parce que ce serait dommage de gaspiller et de garder tout sur les bras.